Sur les rives du lac Baïkal, il est le seul à rompre le silence. Depuis plus d'un siècle, le transsibérien parcourt les recoins les plus isolés de la Russie. De Moscou à Vladivostok, 9288 km de rail. C'est le trajet le plus long au monde. Ce jour-là, c'est sur la locomotive qu'Alain, 72 ans, un retraité lyonnais, et sa femme Michel, 67 ans, goûtent à leur rêve sibérien. C'est quand même exceptionnel de pouvoir profiter de ce spectacle à l'extérieur du train. Cette ambiance de gris, de tristesse, autant suspend ton vol. Un voyage exceptionnel à bord d'un train qui l'est tout autant. Il s'appelle l'Aigle d'Or. Un transsibérien version grand luxe, spécialement conçu pour les touristes fortunés. Michel, infirmière à la retraite, et son mari Alain, ancien chirurgien, voyagent en première classe. Leur cabine de 6 mètres carrés offre tout le confort d'une chambre d'hôtel. Là, notre banquette qui est dépliée le soir quand nous allons manger. Ici, la lumière pour appeler le personnel. Nous avons à disposition de la boisson, de la vodka aussi, qu'on peut utiliser, je pense, tant qu'on veut, mais on n'en abuse pas. Ici, alors là, c'est petit pompon. Le vert, ça veut dire que le personnel peut rentrer. Le rouge, interdiction de rentrer. Donc on les met à la porte et ils savent ce qu'il faut faire. Notre placard avec penderie. Des rangements partout, une salle de bain avec douche et toilettes biologiques. Un confort qui a tout de même son prix. La cabine est à 24 000 € pour 12 jours à bord du train. C'est un hôtel ambulant. On est comme des coques en pâte. Voilà. Un hôtel avec vue imprenable sur la taïga et qui s'arrête parfois en pleine voie, juste pour le plaisir des passagers. La première escale de la journée se fait sur les bords du lac Baïkal. Je voudrais filmer la locomotive. Ah, d'accord. Un privilège, car ce transsibérien est le seul à pouvoir emprunter cette voie désaffectée qui longe le rivage. L'instant magique convient d'être immortalisé. C'est trop joli un train. Ils sont 86 touristes à vivre cette aventure, dont une majorité d'Américains et d'Australiens. Nous sommes début septembre, l'eau du lac réserve aux voyageurs un accueil plutôt glacé. C'est froid. Vous n'allez pas vous baigner? Ah non. Ah non. On n'est pas assez courageux. Une eau à 5 degrés. Je nage pour l'Australie. Mais cela ne décourage pas Betty, une touriste australienne de 62 ans. Faut pas réfléchir. Selon la coutume sibérienne, plonger dans le lac Baïkal serait une promesse de longévité. Oh mon Dieu, où est la vodka? À votre santé. À votre santé. C'était super, je viens de gagner 25 ans de vie en plus. Allez, j'en prends encore un autre. Mais se baigner ici, c'est aussi toucher de près un mythe, celui de la plus grande réserve d'eau douce au monde, à des profondeurs abyssales, jusqu'à 1600 mètres de fond. Wow, mon Dieu! C'est justement pour découvrir cette nature sauvage et majestueuse qu'Alain et Michel ont entrepris ce voyage. C'est un outil de rêve, le transsibérien. Mais pourquoi il vous fait rêver ce train, justement? Parce qu'il va loin. Il va dans des pays inconnus, sauvages. Avec cette petite France-là, quand on regarde la carte, et puis ce pays, c'est trop grand. Traverser ce pays immense, se rendre là où aucune route ne passe. C'est le tsar Alexandre III qui a lancé en 1891
la construction du transsibérien. Plus qu'un train, c'est une artère vitale qui relie la capitale russe moderne aux terres hostiles et inexplorées de Sibérie. Il faudra 25 ans de travaux, des milliers de forçats pour construire cette voie aux 900 gares. Aujourd'hui, le transsibérien habituel est un peu l'équivalent de notre train corail. Sauf qu'ici, il parcourt 9000 km. Un train emprunté surtout par des Russes qui n'ont pas les moyens de prendre l'avion. Pour relier Moscou à Vladivostok, il faut partager durant 7 jours son intimité avec ses voisins. Traverser le pays revient ainsi à 300 €. À votre santé. L'Aigle d'Or, le transsibérien de luxe de nos touristes occidentaux, n'existe lui que depuis 5 ans. En tête de train, Volodia, 46 ans, est l'un des 2 conducteurs de la locomotive, 12 heures sur 24. Si on compare ce poste de pilotage à une voiture, eh bien, ici ce serait l'accélérateur, là la boîte de vitesse, avant, arrière, et là la pédale de frein. Comme le convoi emprunte des voies désaffectées par endroits, Volodia doit redoubler de vigilance. Je dois tout le temps regarder où on va, parce qu'ici on a des rails très anciens, avec des traverses en bois qui datent du 19e. Et en plus, il faut faire très attention aux éboulements de pierre sur la voie. Composé d'une vingtaine de wagons datant des années 60, le train dispose à bord de tout le confort moderne. Oleg, 36 ans, est le directeur de cet hôtel ambulant. Ça, c'est notre wagon-lit. Auparavant, il était chef de cabine dans un autre train mythique, l'Orient Express. Là, on entre dans notre tout nouveau bar. Oleg est fier de nous montrer ce train fréquenté par des clients prestigieux. Ça, c'est la photo du prince Kensky, un descendant des Romanov qui a voyagé parmi nous. Des passagers VIP parfois très discrets, comme le président russe ou son premier ministre Vladimir Poutine, qui empruntent régulièrement ce train, mais uniquement en l'absence des touristes. Pour l'heure, c'est le moment de passer à table. Alain et Michel se rendent au wagon-restaurant. À chaque étape, ils ont un menu typique de la région. Aujourd'hui, en plat principal, une salade de veau à la moutarde. Le caviar, ce sera pour l'arrivée à Moscou. En attendant, 86 assiettes à servir dans un train lancé à 140 km/h. C'est un peu un numéro d'équilibriste. C'est dur de traverser les wagons en marchant, sans faire tomber l'assiette. Pour l'instant, aucun accident à déplorer. Soupe aux légumes ou soupe au poulet? Chicken, please. Thank you. Le wagon bouge pas trop, ça va? Oui, ça, il faut avoir un peu de... savoir rétablir sa position, de ne pas s'en mettre partout. C'est amusant. Sur les 12 jours de voyage, 3 ne comportent aucune escale comme aujourd'hui. Alors pour éviter que les touristes ne passent leur journée à faire la sieste, la compagnie a prévu quelques activités à bord. Avec par exemple cette séance de film documentaire sur la Sibérie. Près du cercle arctique, le soleil d'hiver peine à se lever dans le ciel baltique. Alain et Michel, eux, ont rendez-vous au bar. Avec Anna, la guide touristique de la compagnie. Aujourd'hui, cette Russe de 36 ans s'improvise professeur de langue. Vous parlez français? Ya gabariu pa franchouski. It's good. Ah, vous vous débrouillez bien. Alain, lui, n'est pas très concentré. Quand la prof leur apprend comment dire un peu en russe, il fait le pitre. Et en anglais? Anatolie, vous êtes prêts? Mais les choses se compliquent, car la leçon
va se transformer en cours de chant. Une romance russe que ses élèves débutants peinent à articuler. Alors, c'était comment? Difficile. Amusant, difficile. Je vais tâcher de faire des progrès demain. Mais le lendemain, un tout autre programme attend le groupe de voyageurs. L'Aigle d'Or entre en gare d'Irkoutsk. Sur un tapis rouge, la capitale de la Sibérie orientale accueille ce jour-là les touristes avec la toute première neige de la saison. Regarde, j'essaye d'attraper les flocons. Mais ça fond. Regarde, sur ma veste. De l'autre côté de la voie est stationné le transsibérien classique, celui emprunté par les Russes peu fortunés. On nous observe. Ce passager est apparemment fasciné par les voyageurs du train de luxe. Les deux mondes se font face sans se rencontrer. Pour le groupe, la journée commence par la visite guidée du centre historique de la ville. Par là, derrière le bâtiment, vous avez la place centrale. Il y a 36 ans, les retraités lyonnais étaient déjà venus en Russie. À l'époque, le pays s'appelait l'URSS. Et leur escapade touristique leur a plutôt laissé un goût amer. Ben, on était très surveillés. Il fallait photographier ce que les guides nous disaient. Et puis, on ne pouvait pas choisir d'autres promenades que celles qui étaient prévues. Aujourd'hui, plus aucune obligation. Juste un programme à suivre s'ils le souhaitent. Pendant ce temps-là, l'Aigle d'Or se refait une beauté. À chaque escale, les 55 membres du personnel préparent le train pour son prochain départ. Et parfois, avec des moyens très rudimentaires. Sur leur camion, Svetlana et Marina font la tournée des wagons. Toute la journée, pour 120 € par mois, elles alimentent en charbon le système de chauffage central. C'est dur comme boulot. Grâce à ce charbon, ce train est le seul à pouvoir circuler en hiver jusqu'à la température extrême de moins 55 degrés. En ville, dans un musée consacré au temps des tsars, les passagers de l'Aigle d'Or goûtent au raffinement de la Russie éternelle. À chaque passage du transsibérien de luxe, Ina, une chanteuse lyrique de profession, fait des extras pour ses voyageurs privilégiés. Et pour compléter le tableau, champagne et perruque d'apparat. À votre santé. Une attention toute particulière destinée à faire découvrir à ses hôtes de passage l'image idéalisée de la Grande Russie impériale. Merci pour votre attention. Merci. J'étais invitée cet après-midi chez la princesse. J'ai assisté à un concert. Mais tu es une princesse. Le soir, grisés par l'émotion et sans doute aussi un peu par le champagne, Alain et Michel retrouvent en chantant le train de leurs rêves. Leur périple va continuer ainsi sur 4500 km.
S'imaginer quelques instants dans la peau d'une vigie, tout en haut du mât. Le Star Clipper est l'un des rares bateaux de croisière dans le monde à proposer cette expérience, au beau milieu de l'océan Indien. Parce que là, c'est l'honneur de la France. Ah d'accord. C'est l'honneur de la France, hein. Il faut pas non plus... Faut pas que je rate alors. Parce que sinon, là, il y a des Australiens, des Anglais et tout, mais nous, il faut qu'on soit là. Hein. Alors... Parmi les touristes français à bord, Jean-Pierre est le seul à relever le défi. Et vous y allez pas, José? Non. Il y a des choses qu'on fait pas. C'est vrai que je suis pas habitué. Hein. Right shoulder, like that. Vous passez ça au-dessus de votre épaule, mettez vos mains de chaque côté et ne vous emmêlez pas avec cette ligne. Jean-Pierre, 68 ans, doit grimper cette échelle de corde jusqu'au nid de pie, la plateforme à 20 mètres au-dessus du pont du bateau. Sa femme immortalise l'aventure. Citior? Ah, super. Ok. On peut essouffler. Oh, c'est super. Cet ingénieur à la retraite avait toujours rêvé de naviguer sur un grand voilier. Tout va bien, hein? On imagine quand même ce que c'était la vie sur ces bateaux-là. Les premiers explorateurs, quand ils ont fait la découverte de l'Amérique, ça devait être extraordinaire. Hein? Puis très difficile. Hein? C'était pas le même confort. Je pense pas, non. Voilà, c'est quand même le luxe. Hein? C'est quand même le luxe. Prendre le contre-pied de la course au gigantisme dans le marché des croisières, c'est le pari d'une compagnie suédoise qui s'est lancée dans le créneau de la navigation à voile. Ce 4-mâts, goélette de 115 mètres de long, est l'un des 3 voiliers qu'elle opère. Construit en Belgique il y a 25 ans, c'est une réplique de Clipper, ces célèbres navires marchands du 19e siècle, les plus rapides de l'époque. Il transportait notamment le thé de la Chine vers l'Angleterre en seulement 3 mois, avant d'être détrôné par les bateaux à vapeur. Aujourd'hui, plus de cargaison, mais 170 passagers qui viennent goûter à la légende, au large de la Thaïlande. Trois jours plus tôt, dans la baie de Patong, à Phuket, c'est l'embarquement. Michel, 68 ans, et son mari José, 70 ans, sont des adeptes des croisières. Ils ont déjà fait 3 séjours sur des gros paquebots. Mais cette fois-ci, ils ont choisi de naviguer sur un bateau à taille humaine, seulement 85 cabines. La cabine 134, c'est vous? Ce voyage coûte presque le triple de ce qu'ils dépensent habituellement pour une croisière. 7 000 € pour 2 personnes pour une semaine sur le bateau et quelques jours à Bangkok, vol compris. Très joli. Elle redoute un peu que ce bateau soit moins stable qu'un paquebot. Très jolie cabine. Tout en bois ancien. Très très joli. Ça correspond exactement. J'espère seulement c'est pas une malade, mais j'ai prévu les cachets. On a un pont très très bas, donc plus on est bas, mieux ça vaut. Ah, un vieux marin. Mon mari est ancien marin. Même les toilettes, regarde. Ancien mécanicien de la Marine nationale, José avait envie d'authenticité. On ne sait pas si on navigue la nuit. La cabine ne fait que 12 mètres carrés, douche et toilettes incluses. Mais c'est d'abord une atmosphère qu'il est venu chercher. J'ai été fortement déçu des gros bateaux de croisière où je trouve que c'était une ville flottante. Ça n'a plus rien à bateau, malheureusement. Et là, on a plus le côté bateau. Parce que sur une ville flottante, on nous transporte du point A au point B, mais ça n'a pas d'intérêt maritime, malheureusement. Non. Ici, au contraire, la compagnie promet aux passagers l'aventure à la voile. L'appareillage, à 18h, est mis en scène comme un spectacle. Tout le monde sur le pont. Les voiles sont hissées au rythme de la bande originale du film Christophe Colomb. Certains passagers ont même commandé du champagne. Barre à zéro. Il faut environ 20 minutes pour déployer les 3400 mètres carrés de voile. 18 membres d'équipage sont exclusivement dédiés aux manœuvres. Parmi eux,
Marvin, 37 ans. Il est chargé de monter et de border une partie des voiles. Ici, il y a 16 voiles, et chacune a ses propres cordes, qu'il faut savoir reconnaître. Il ne faudrait surtout pas en toucher une sans savoir à quoi elle sert. Ça prend au moins 5 mois pour former un marin sur ce bateau. Le même spectacle se répétera tous les soirs sur le pont. Il ne manque que le vent. Sur la mer d'Andaman, il souffle rarement au-delà de 8 nœuds. Toute voile dehors, le bateau n'avance qu'à 4 km/h. Oui, ici le capitaine. Il y a près de 200 km à parcourir jusqu'à la prochaine escale, en Malaisie. Oui, bien sûr, bien sûr. Sergueï, un Russe, capitaine sur ce bateau depuis 16 ans, va devoir tricher un peu. Nous allons naviguer à la voile pendant, disons, 4 heures. Puis, il faudra allumer le moteur. On va combiner les deux, voile et moteur. Évidemment, on pourrait utiliser les voiles à 100% du temps. Mais dans ce cas, il faudrait totalement oublier notre planning de croisière. Car à cette vitesse, on ne serait à Penang que dans 3 jours. Pas sûr que ça plaise beaucoup aux passagers. Derrière la magie des voiles, la moitié du temps, c'est le moteur qui fait avancer le navire. Il se trouve en fond de cale, à l'arrière du bateau. Il est fait plus de 45 degrés. Ça, c'est le moteur principal pour la propulsion. Et ici, il y a le générateur. Pendant ce temps, à l'étage, c'est l'heure du dîner. Les 2 couples de Français qui ne se connaissaient pas avant le voyage se sont assis à la même table. Question gastronomie, ils ne sont pas très aventureux, comme la plupart des passagers en croisière. Du coup, la compagnie s'est adaptée. Elle ne propose plus qu'un seul plat thaïlandais à la carte. Du poulet au curry rouge et pousse de bambou, qui ce soir encore n'a pas beaucoup de succès. Tu veux prendre une souris d'agneau? Tu veux prendre un loup? Salade, fromage, et cookies, les amandes, et un compote de fruits rouges. Et nous, on a un peu de mal avec les plats épicés. Hier, madame a mangé un peu des spaghettis à la thaïlandaise. Ils ont eu du mal à passer. Parce que le piment à dose homéopathique, ça va, mais là, c'était à forte dose. Ok. Moi, j'ai pas eu de problème avec ma langouste. Tout est inclus dans le prix du séjour, sauf les boissons. La bouteille de vin de Bordeaux coûte une trentaine d'euros. On n'est pas habitué, mais bon, c'est local. Il faut quand même au moins avoir un peu de local, sinon on est en Europe. Du familier dans l'assiette, mais de l'exotisme tout le long du parcours. La croisière emmène les touristes au cœur des parcs maritimes thaïlandais et malais. L'un des atouts du voilier est de pouvoir se faufiler là où les gros bateaux de croisière ne peuvent pas aller. Comme ici à Koh Dang, un archipel quasiment inhabité de 51 îles, dont seulement 3 sont desservies par des liaisons régulières. La mer y est peu profonde. Les gros paquebots, trop larges et peu maniables, ne se risquent pas entre les récifs. Ok, chef, on s'arrête. Le clipper, avec son tirant d'eau de seulement 5 mètres, peut lui jeter l'ancre au plus près des plages. Partec, mettez-moi un cap de 2,5. Pendant toute la manœuvre, le capitaine ne quitte pas des yeux son radar. À cause des tsunamis et des tremblements de terre, les fonds marins peuvent avoir évolué par rapport à ce qui est décrit sur notre carte marine. Il faut qu'on fasse très attention. Grâce à son ordinateur de bord, le capitaine a calculé au mètre près le point où l'ancre doit être jetée. 3 maillons dans l'eau, capitaine. Ok, Antonio, merci beaucoup. Finito. T'es prête? T'as pris ta serviette? Cathy est australienne.
Elle et sa famille sont parmi les premiers à s'aventurer sur l'île. Une plage de sable blanc, bordée d'une forêt luxuriante, presque pour eux seuls. C'est comme un rêve. L'eau est tellement claire. Quelle journée magnifique. Se réveiller au paradis, c'est incroyable. Kathleen et son mari David, en t-shirt bleu, sont patrons d'une PME. Ils ont invité leurs 8 salariés et leurs familles, 22 personnes en tout, pour les récompenser des bons résultats de l'entreprise. Il faut que j'enlève le sable de mon masque. Moi, mon tuba s'est encore décroché. Lorraine et Holly, 13 ans, s'apprêtent à explorer les fonds marins avec l'équipement prêté par le bateau. C'est parti! Attention au corail ici, les filles. Oui, il faut pas l'abîmer. L'eau est à 27 degrés. Il suffit de s'éloigner de quelques mètres du bord pour découvrir une vie sous-marine foisonnante. Autour de cet archipel, la pêche est interdite pour protéger plus de 900 espèces de poissons de récif. Poissons chirurgiens, perroquets bicolores et même des poissons clowns cachés dans une anémone. C'est magnifique. T'as vu les gros coquillages? Oui. C'est trop cool. J'adore cet endroit. Pendant ce temps, sur le bateau, Marvin, le marin chargé de la grand voile lors du départ, et son collègue Sergueï profitent de l'absence des touristes pour s'occuper de l'entretien des cordages. Ils sont gréeurs. Tous les jours, ils doivent monter en haut des mâts pour vérifier l'état d'usure et le bon fonctionnement de tout ce qui actionne les voiles. Marvin a repéré un problème avec un câble en métal qui maintient le mât, un haubans. Il est rouillé. Avant de le remplacer, il doit se livrer à un premier exercice d'équilibriste à 30 mètres au-dessus du sol. Sergueï, qui est encore plus haut, lui tend une corde pour mesurer la longueur du câble à changer. Sergueï, c'est bon, je l'ai mis au centre de la boucle, ok? Cela fait 12 ans que Marvin joue les acrobates sur le bateau. Une vocation tardive. Quand j'étais gamin, j'étais vraiment pas doué pour grimper aux arbres. Je tombais tout le temps. Ma mère me dit d'ailleurs, pourquoi tu fais ce métier? En fait, quand tu aimes vraiment ce que tu fais, c'est différent. Tu t'appliques. Marvin, originaire du Honduras, passe 8 mois d'affilée en mer, sans aucun jour de congé. Il ne descend à terre que 3 heures par semaine, le samedi après-midi. L'armateur du bateau a beau être suédois, le voilier navigue sous pavillon maltais, une législation plus permissive en matière de droit du travail. La compagnie a refusé que Marvin nous montre la cabine qu'il partage avec Sergueï et qu'il nous révèle son salaire. Le directeur commercial, en polo vert, écoute notre entretien. Avant d'être marin, Marvin avait une bonne situation. Il était manager dans une usine de textile, avec 60 personnes sous ses ordres. Depuis qu'il travaille sur les croisières, il aurait triplé son salaire. Ça, c'est ma maison, au Honduras. Non sans sacrifice. Là, c'est mon fils. Il adore danser le merengue. Regardez-le, c'est pour la nouvelle année. Et vous, vous étiez où? Ici, à bord. J'ai passé Noël et la nouvelle année à bord. Ça vous fait de la peine? Ouais,
Énormément. Énormément. Marvin reste en contact avec sa famille grâce à Internet. Sur le bateau, il a accès au Wi-Fi à un tarif préférentiel. Pour les passagers, en revanche, c'est 6 € de l'heure. Les jeunes Australiens ont interdiction de se connecter, ordre des parents. Le drame. On est tout le temps sur nos portables à la maison. Donc là, il faut qu'on se parle. Ouais, c'est trop dur pour toi. Normalement, elle a même une alarme qui sonne pour la prévenir des meilleures heures pour poster et obtenir le plus de likes. Tu peux pas faire ça, hein? Bah, je ferai une soirée diapo en rentrant. Genre, voilà ce que j'ai fait la semaine passée. Privés d'Internet, ils doivent apprendre à s'occuper. Pour faire passer le temps, on peut prendre un cours de gymnastique, s'offrir un massage ou écouter une conférence en allemand sur la navigation à la voile. En fin de journée, il y a aussi un goûter gratuit. C'est quoi? De l'ananas au caramel. C'est très bon pour le diabète. Un petit encas qui attire tous les passagers autour du bar pour des consommations, cette fois payantes. Ce qui fait bien les affaires d'Alberto, le barman philippin. Lui et son collègue touchent une commission sur les ventes. Je vous sers une bière? Le demi est à 3,50 €. Les cocktails à 5,80 €. Le triple des prix thaïlandais. Pas besoin d'argent liquide pour consommer. Les clients ont juste à donner leur numéro de cabine. En fait, c'est buvez maintenant, payez plus tard. C'est ça qui est bien ici. Le bar reste ouvert jusqu'à ce que le dernier client soit parti se coucher. Les passagers dépensent en moyenne 180 € en boissons dans la semaine. Autre source de recettes pour le croisiériste, les excursions. Cabine 343. Amusez-vous bien. Jean-Pierre fait partie des 35 inscrits de la journée. Avec José et Michel, ils ont payé chacun 130 €. Une navette vient les chercher directement sur le bateau, avec à son bord une guide francophone. Et ensuite, l'après-midi, Elle se fait appeler Pomme, car son vrai prénom est dur à prononcer pour les Français, comme tous les mots thaïlandais. il n'y a pas beaucoup. On va arriver le continent. Le province qui s'appelle le Phang Nga. Comment? Le Phang Nga. Oui, on fait comme ça. Ça met le Phang Nga. La compagnie de voiliers utilise cette fois les mêmes recettes que les gros paquebots. Fais la queue ici, hein. Un programme minuté pour faire en groupe un maximum d'activités touristiques en un minimum de temps, en réalisant une marge d'environ 30%. Première étape, une balade sur des radeaux en bambou. 20 minutes de descente et il faut déjà se hâter pour aller déjeuner. 6 personnes là et première part. Menu unique, une soupe, du poisson avec du riz et des légumes, servi en un temps record. Les Français ont une demi-heure pour manger. C'est un peu au pas de course, non? Oui, moi j'aime bien prendre mon temps en général pour manger. Vous pouvez aller à la toilette d'abord. Allez-y. Puis le groupe doit filer vers la prochaine activité. Un tour à dos d'éléphant. Les éléphants, utilisés comme divertissement. Ah ouais, elle est bonne celle-là. On est loin de la promesse d'authenticité affichée par le croisiériste. Qu'importe, pour Jean-Pierre, c'est un souvenir de plus. Ouais, c'est génial ça. Ah oui, c'est vraiment comme le bateau. Hein. Ça tangue, les deux tanguent. Mais il veut quoi là? La semaine touche à sa fin. Le voilier a remis le cap sur Phuket. Excusez-moi, est-ce qu'on peut aller dans le filet devant? Kathleen, la mère de famille australienne, veut montrer à ses filles le meilleur point de vue pour profiter du coucher du soleil.
Bon, vous pouvez y aller pendant 10 minutes. Pas plus longtemps, car il va faire nuit, c'est une question de sécurité, d'accord? D'accord, merci. Elles vont pouvoir s'installer juste sous la proue. Une proximité avec l'océan que seuls les voiliers peuvent offrir. En moyenne, un client sur 2 revient faire une croisière sur l'un des voiliers de la compagnie. Un nouveau navire est actuellement en construction en Croatie. Ce sera l'un des plus grands 5 mâts au monde.